Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, la critique 100% spoil, voire même 200% spoil de l'épisode 9 de Star Wars, l'ascension de Skywalker, sorti en salle le 18 décembre 2019. Aux États-Unis, c'est le 20 décembre 2019. On enregistre justement le 20 décembre au soir. Et je suis avec l'ami Big B pour vous en parler. Salut Big B. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur tous les points du film. Et il y a beaucoup de choses à dire. La vidéo risque d'être très longue, peut-être 3, peut-être 5, peut-être 7 jours. Nous verrons bien au final. Et on va commencer par un avis global sur le film avec spoil et quelques petits points de détail. Après, on reviendra sur les aspects plus spécifiques, et notamment sur les personnages un à un. C'est parti, mon cher Big B. Ton avis global avec spoil. Alors, mon avis global sur ce Star Wars, c'est pour faire écho à la vidéo, donc sans spoil. En fait, c'est un film qu'il faut voir si on est un fan de Star Wars, mais c'est un film qui est très décevant si on est un fan de Star Wars. Et c'est toute la problématique de cette trilogie 7, 8, 9. Et en fait, ce film il y a un péché, il y a un défaut originel dans ce film. Il y a cette obligation de vouloir gommer, que J.J. Abrams veut gommer le 8. Et en fait, ça va se sentir de plein de manières. Alors, on reviendra sur ça plus tard. Mais en gros, on a vraiment cette impression très étrange que le film, d'un côté, il est en train d'essayer de supprimer certaines choses qui ont été mises dans le 8. Il est en train d'essayer de clôturer la saga 7, 8, 9. Il est en train d'essayer de clôturer la saga Star Wars. Et ça fait que le film, il a une des scènes d'introduction, de remise en place des enjeux qui sont beaucoup trop longues. Ils vont dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de zones qui ont l'air d'être inutiles. On a l'impression que l'histoire sur les parents de Rey, c'est quelque chose qu'il aurait fallu traiter dans le 8. Il aurait fallu que dans le 1, c'est une orpheline qui ne connaît pas ses parents. Dans le 2, on découvre qui sont ses parents, mais ils sont pas si intéressants que ça. Mais il y a eu une mort un peu chelou. Et dans le 9, d'un seul coup, on découvre que en fait, c'est ses parents, c'est pas la problématique, c'est qui est son grand-père. Et en fait, il y a fondamentalement l'impression que le film est en train en permanence de courir après le fait de nous passer toutes les infos qu'on aurait dû avoir dans le 8. Et ça fait qu'on a vraiment l'impression de regarder un film qui est très dense, trop dense, avec beaucoup de choses. Et fondamentalement, d'un point de vue histoire, je trouve que du coup, de vouloir trop nous en mettre dans le gosier, le film s'étouffe lui-même. Et après, il y a des moments épiques, j'en ai remarqué que à la fin. Moi, j'ai trouvé des pics uniquement cette scène où toute l'armada de la galaxie arrive eh bien, enfin toute l'armada, tous les gens, comme ils les appellent, arrivent pour aller mettre le dernier ordre au pilori. Et en fait, les quelques derniers moments où en fait Rey se lève avec les voix de tous ces Jedi, de Mace Windu, de Obi-Wan, de tous ces Jedi qui ont fait la trilogie, la triple trilogie Star Wars. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé épique, mais globalement, le reste, j'ai trouvé que ça manquait d'épique, mais très très durement, quoi. Très durement. La session d'entraînement de Luke avec Yoda était 1000 fois plus en train de parler à mon imaginaire. Je sais pas pour vous, mais mon imaginaire travaillait beaucoup plus que quand là on voit Rey juste courir dans la forêt. Je trouve que les scènes sont banales, les scènes manquent d'envergure. Et ça se voit aussi par le nombre de plans serrés. Alors là, c'est un très bon exemple. En fait, J.J. Abrams, il aime bien les plans serrés, les plans. Là, on le voit, on est sur un plan, la caméra est très loin du vaisseau, et du coup, il y a un flou artistique à l'arrière, et puis c'est un plan qu'on n'a pas eu l'habitude de voir dans la trilogie 4, 5, 6 de Lucas. Et c'est très bien, mais du coup, ça manque de ces plans très très larges où on voit tout l'armada, ou en tout cas on les voit trop peu. Souvenez-vous de ces analyses en image par image qui ont été faites des trailers, où on voyait comme ça une espèce de planète de glace, où on voyait les nouveaux Star Destroyer tous les vraiment les battle cruisers qui se levaient comme ça de la glace. Et là, je trouve qu'on passe très vite. On a vraiment l'impression que tout ce film manque de poids. Et quand on dit manque de poids, c'est qu'il manque de cohérence et de consistance. Alors, on va parler des personnages qui manquent beaucoup de cohérence, sauf peut-être Finn, qui, je trouve, est celui qui s'en sort le mieux d'un point de vue personnage. Heureusement que Daisy Ridley joue une Rey. Et là, franchement, bravo à elle. C'est incroyable. C'est-à-dire que
à toute la haine qu'il pouvait y avoir sur cette nouvelle trilogie de Star Wars, ils ont eu le courage de mettre une fille en héroïne, ce qui était la première fois dans Star Wars, dans les trilogies numérotées, j'entends, j'oublie pas Rogue One. C'était la première fois qu'on avait comme ça vraiment une Jedi qui allait enfin porter ça sur ses épaules, qui allait porter la haine qu'il y avait envers Disney assez vite. Et au final, je trouve qu'elle a un vrai charisme à l'image. Elle porte vraiment parfaitement bien ce manteau des Jedi. Et j'ai vraiment trouvé qu'elle s'en sortait particulièrement bien. Donc vraiment bravo à l'actrice. Mais globalement, cette impression que le scénario est vraiment trop fin ou est fait de trop de pansements, qu'il y a trop de scènes qui sont là pour montrer le nouveau droïde mignon qui doit être vendu, de montrer cette scène qui doit un peu colmater les brèches du scénario du 8. Et donc on a un film qui est un gloubi-boulga décevant. On reste dans l'univers magique de Star Wars, on reste dans l'univers des Jedi, des Sith, de ces combats qui ont l'air d'avoir porté sur des milliers d'années, mais vraiment exactement de la même manière que quand on a Palpatine qui est face à une arène comme ça de ses suivants, de sa secte de Sith, en fait, ils n'ont pas de poids, ces gens, ils n'existent pas, on voit aucun visage. Alors vous pourrez dire, oui, c'est un choix. Évidemment que c'est un choix. Mais la finalité, c'est que du coup, en fait, à un moment, on se demande si vraiment il y a du monde. Ensuite, quand il meurt écrasé par les trucs, on s'en fout. On n'a jamais vu un de ces personnages. En plus, ils n'ont pas l'air d'être très sympathiques. Et on a fondamentalement l'impression que tout fait complètement toc. Souvenez-vous d'une autre scène qui est la scène des Jedi qui arrivent à combattre le comte Dooku dans l'arène où étaient jetés Anakin et Obi-Wan. Et en fait, cette scène sont deux scènes d'arène, mais il y en a une qui est épique et sur laquelle on a vraiment la sensation de la foule. Là, mais rien du tout, quoi. On a vraiment la sensation qu'il y avait un fond vert qui faisait 10 mètres de long. D'un côté, ils ont mis Kylo Ren et Rey. De l'autre côté, ils ont fait un Palpatine plutôt 3D, à mon avis. Il y avait juste un acteur dans une combinaison avec des points. Et fondamentalement, c'est tout. Et tout le reste, rien n'est vrai. Et c'est pas si grave que ça. On a déjà vu des films qui avaient beaucoup, beaucoup de trucage, mais qui arrivaient à donner un poids aux choses. Là, j'ai trouvé que c'était pas le cas. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait un manque de réalisme à la fois dans l'histoire et dans les trucages. Alors vous allez me dire, le réalisme, c'est un Star Wars, tu vas chercher trop loin. Oui, mais comme on en parlait avec Daniel avant de la réalisatrice, avant de faire la vidéo, Darkrai, mais qu'est-ce que c'est facile. Vous vous souvenez, vous, que en fait, l'étoile noire, l'étoile de la mort, c'est des zones où en fait, qui sont guidées par le côté obscur. Moi, quand j'avais vu la trilogie avec Yoda, on avait l'impression qu'il y avait des endroits de planètes qui s'étaient dédiés au côté obscur depuis des millénaires. Bon, bah là, en fait, c'est un peu là où le scénario les arrange. Et c'est un peu ça tout le temps. C'est un peu le scénario est facile, ça arrange. Et puis, bon, on parlera des personnages. Mais ce film, un peu à l'image des Chevaliers de Rennes, quoi. C'est des mecs qui sont là pour poser en mode on fait un clip de rail sur des montagnes et avec un drone qui tourne ensemble et ils prennent des positions avec des costumes plutôt moyens et au final ils servent à rien alors qu'ils sont teasés depuis deux films. Enfin, franchement, il y a beaucoup de déceptions. Après, le film n'est pas un mauvais film, mais comme je le disais, si vraiment on est à fond dans l'univers Star Wars, c'est très très difficile de ne pas, de pardonner tout ça. Donc je pense que c'est un film que j'aurais plaisir à voir une ou deux fois, mais c'est un film qu'on oubliera, qui s'oubliera comme le 7 s'oubliera. Après, j'ai entendu un critique américain qui s'appelle Chris Stuckman, qui est un youtubeur américain qui fait des critiques, et il disait qu'il fallait faire attention quand on donnait son point de vue sur Star Wars, parce que Star Wars était une série pas comme les autres, qui avait vraiment un héritage et qui vraiment vivait sur la durée, et que à l'époque de la sortie de 1, 2, 3, les gens en ont dit énormément de mal et les gens ont dit c'est pas mon Star Wars, ça a détruit mon Star Wars. Et à côté de ça, eh bien là, c'est exactement ce qui se passe sur le 7, 8, 9. Donc il faut faire attention. Des gens verront, en tant qu'enfants, verront 7, 8, 9, puis découvriront le reste de la trilogie. Et peut-être que eux,
eh bien, considérons que ces films ne sont pas si mauvais. Avec le temps, ils se bonifieront. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas aimé du tout le 1 en tout cas, plus le 2 et encore plus le 3. Et là maintenant, j'ai l'impression que je les aime plus que je les aimais à l'époque. Et c'est vrai que Star Wars a ce poids-là. C'est des films qui vieillissent, c'est des films qui sont importants sur la culture moderne. Et donc, c'est des films dont on ne peut pas parler avec autant de légèreté ou de facilité que les autres. Donc, avant qu'on se concentre un peu sur le développement, sur ce qu'on peut penser des personnages, et puis de la rupture avec le 8, et puis aussi de l'impact énorme. Alors certains pourraient même utiliser le terme de plagiat, comme le 7 n'est pas vraiment un plagiat, mais une adaptation du 4. Le 9 est une vraie adaptation particulièrement, vous allez comprendre, par rapport au 6, et à quel point en fait il est très très lié à l'univers étendu que Disney a voulu casser, et ça à mon avis pour des raisons politiques, mais on va en parler après. Et en fait Disney a cassé pour des raisons politiques l'univers étendu pour dire on repart de zéro, on repart que sur les deux premières trilogies et puis on fait tout. Et en fait, ce film fait un lien avec l'univers étendu, mais ça, on va en parler dans quelques instants. Quel est ton avis, mon ami Kerr? Désolé, je suis très bavard parce que tu sais à quel point Star Wars c'est important, que j'aime Star Wars. Et du coup, j'ai envie d'avoir ton point de vue. Qu'est-ce que tu as pensé de manière vraiment spoil de ce film? Pour moi, ce nouveau film est très paradoxal. J'attendais de lui qu'il puisse m'apporter une vraie conclusion, et j'ai trouvé qu'il apportait une vraie conclusion. Il l'apporte notamment par des scènes très fanservice, comme les adieux que l'on peut voir à la fin, le fait que certains personnages majeurs sont toujours là, Chewbacca, C3PO, etc. Que je trouve que J.J. Abrams arrive à peu près à sauver les meubles. Mais dans tout ce que tu as dit, je te rejoins sur énormément de points. D'abord, un point qui est intéressant, c'est en effet, parler de Star Wars, c'est très compliqué parce que, donc, toi, et moi, il y a un aspect qui m'intéresse beaucoup sur Star Wars, c'est que notre vision, je pense, de la trilogie et de ce Star Wars 9 là est faussée par ce que ça implique lié au passé. C3PO, c'est un personnage qui a compté, qui a été majeur dans des films précédents. Chewbacca aussi, Leia, bien évidemment, Solo, par exemple, quand Harrison Ford apparaît dans le film, j'étais super content en fait. Alors que dans les faits, c'est juste une apparition. Elle est pas, elle a son importance, mais elle est pas significative vraiment. Donc voilà. Alors moi sur le film, donc je trouve qu'il est très paradoxal parce que oui, il apporte cette conclusion, mais il le fait de manière très très maladroite quoi. J.J. Abrams, il fait ce qu'il peut. Il le fait pas forcément bien. Alors dans la précédente vidéo, j'avais dit qu'il essayait de rattraper les erreurs de Ryan Johnson. Dans les faits, je pense que l'erreur principale, c'est cette trilogie, quoi. On en parlera dans la vidéo sur la trilogie globalement, mais J.J. Abrams, il n'a pas forcément très bien commencé. Le postulat de départ, à mon sens, et je le développerai dans l'autre vidéo, n'était pas du tout le bon. Ryan Johnson a voulu prendre des libertés et ça lui est retombé dessus. Et là, J.J. Abrams, il a voulu ignorer certains aspects qui avaient été développés dans le film précédent, essayer de corriger certains points au niveau du scénario. Il a réussi à nous pondre une conclusion, mais ça reste quand même pas incroyable. Il y a énormément de choses qui vont pas. Alors tu l'as dit, il y a énormément de choses dans le film. Tout va très très vite, mais vraiment trop vite. Exemple, Rey tuait la petite fille de Palpatine. Donc on découvre que Palpatine avait un fils. Oh, c'est pas grave. Leia était Jedi. C'est pas grave. Elle s'est entraînée avec Luke. C'est pas grave. C'est des trucs qui sont quand même majeurs, ça, dans la saga. Et ça, c'est quand même très problématique. Et c'est des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Et dans le film, il y en a tout le temps comme ça. Et on retrouve un des aspects que je n'aimais pas du tout dans la trilogie, qui est cette espèce de non-respect, je trouve, de la matière originale, de la première trilogie. Je vous donne un exemple qui est tout bête. Chewbacca est tué par Rey. Bon, c'est pas le cas, mais on le croit dans le film. Donc on a une scène où donc Rey tue par accident Chewbacca. Réaction de Rey. Oh, j'ai tué Chewbacca. Bon, on en était où?
Ah bah maintenant on va reset C3PO parce que c'est quand même un droïde majeur. Faisons un petit reset de C3PO. Alors bien évidemment, dans la même scène, il nous explique que R2D2 a des backups et qu'il suffira de mettre la clé USB de R2D2 dans C3PO pour pouvoir relancer le système. Ça a l'air Mais coquin. globalement, ça pour moi, cette scène-là, je l'ai trouvée, enfin cette succession de scènes, je l'ai trouvée maladroite, pas très respectueuse de tout ça. Et puis, si juste tu regardes juste le texte au départ, le point de départ, moi j'étais perplexe. La voix de Palpatine a résonné. D'accord, ok. Donc là, en fait, on a bien conscience, alors pour le coup, que J.J. Abrams voulait plus du tout entendre parler du 8, parce que lui, je pense qu'il voulait garder Snoke jusqu'au bout, que Palpatine, c'était vraiment le truc pour essayer de sauver les meubles. Mais la voix de Palpatine a été entendue. Ah bon, d'accord. Donc très bien. Donc Palpatine est là. On a très peu d'informations sur ce qu'il a fait en attendant. Alors il a fait une flotte incroyable. Tu sais que moi, la flotte, alors moi, c'est des éléments, alors vous allez me dire, c'est complètement surréaliste, Star Wars, je suis d'accord avec vous. Mais j'aime bien quand c'est cohérent quand même. Même quand c'est surréaliste comme ça, il faut qu'il y ait une cohérence. Et le truc, c'est la flotte. Moi, je me suis posé la question dans le film. Qui l'a fait, la flotte? La flotte, ça se fait avec enfin, des destroyers aussi nombreux. Ça se fait avec, à mon avis, une main-d'œuvre. Même si c'est des droïdes, bah, il faut les avoir, les droïdes. Si c'est des ouvriers, bon, bah, il faut les avoir, les ouvriers. Mais même les matières premières, enfin, l'armement, etc. Ils ont réussi à construire une flotte qui est la plus grande flotte de l'histoire de la galaxie et personne n'était au courant. Même pas le premier. Alors, les rebelles, ils sont plus de 40, les mecs. Donc, bon, qu'ils soient pas au courant. En plus, ils ont probablement pas le Wi-Fi dans leur grotte. Mais le premier ordre, pas au courant le premier ordre. Non mais. Et il y a plein d'éléments comme ça dans le film qui sont complètement surréalistes, des plans ou des idées qui sont extrêmement faciles. La fin, bah, quand Poe est là en train de dire oh, ils viendront pas, oh là là, ils vont pas venir, oh mon Dieu, ils vont pas venir. Mais on le sait depuis 15 minutes qu'ils vont venir, c'est une évidence. Déjà, on nous l'a montré dans les trailers, alors, le truc qui est improbable. Enfin, on voyait arriver Lando avec Chewbacca, donc on savait qu'on reverrait Lando dans le Faucon Millenium. Et là, bah, la flotte qui arrive, alors bien évidemment, c'est merveilleux, mais c'est extrêmement facile tout ça. Et il y a plein de moments comme ça. Puis l'usage de la force aussi. La force, mais qu'est-ce que c'est pratique la force? C'est phénoménal. Chewbacca est mort. Mais comment est-ce qu'on relie le fait que Chewbacca est en vie? Il faut aller le sauver. La force. Alors donc Rey, elle se dit, tiens, mais, mais oui, mais Chewbacca est en vie en fait. Je le capte là. Oui, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. C'est extraordinaire. Et la scène d'après, Kylo Ren est donc dans le sable et il dit, mais où es-tu, Rey? Je ne te sens plus. Où es-tu? Mais il est juste en haut. Et en fait, ce que venait de faire Rey pour Chewbacca, Kylo Ren n'arrive pas à le faire pour Rey. Il y a des éléments comme ça tout le temps. Et sur la force, c'était un commentaire que j'avais vu dans la précédente vidéo que j'avais trouvé très intéressant. J'ai pas noté le nom de la personne, mais je l'avais grillé aussi, ça, cet aspect dans le film. Mais le pouvoir de guérison et le pouvoir de résurrection, mais c'est formidable ce truc. On a Palpatine qui t'explique dans La Revanche des Sith à quel point c'est un pouvoir précieux, extrêmement rare, etc. Et là, mais tout le monde le fait. Enfin, moi, je m'attendais dans le film à voir R2D2 Tout le monde le fait. atterrir, raise Eh. tous les personnages qui étaient morts dans le film. Enfin, donc, il y a plein d'éléments comme ça. Ceci étant dit, là, je suis très dur parce qu'on est dans les aspects, on va dire, dans les points négatifs. Tout n'est pas négatif dans le film. Et notamment sur le fanservice. Alors, j'en parle maintenant, comme ça, j'en parlerai pas après. Mais il y a des moments de fanservice qui, moi, m'ont plu. Et ça fait écho aux anciennes trilogies. Et en fait, les points forts de Star Wars 9, bah, c'est ce qu'il y a eu avant. Moi, la réaction de Chewbacca au décès de Leia, elle m'a cassé en deux, quoi. Et juste à la fin, tu vois, c'est tout bête. Voir Rey dans la maison de Wen Skywalker, là où a grandi Luke, j'ai trouvé ça super. Voir apparaître Harrison Ford, j'ai trouvé ça super, etc. Revoir Mark Hamill jeune, j'ai trouvé ça super aussi. Ça, c'est du fan service. Et si ça m'a plu, c'est parce que c'est lié à ce que j'avais vu avant et pas à ce que j'avais vu sur le 9. Et je vais terminer là-dessus. Mais dans ce 9-là, eh ben, à part un personnage dont je parlerai tout à l'heure, et quand je pense que je vais en parler, vous allez tomber de votre chaise, eh ben, je n'ai vraiment apprécié. Allez, si Ben Solo à la fin, parce que je trouve que le personnage devient intéressant dans les dernières, enfin, on va dire dans la dernière moitié du film, mais sinon,
de cette trilogie-là, bah, je vais garder personne. Voilà, on passe davantage sur les personnages. Tiens, et si on commençait par l'héroïne Bah, Rey, au final, c'est Allons-y, peut-être le personnage dont j'ai le moins à dire. Parce que c'est un des rares personnages qui est cohérent. Alors certains vont dire elle est un peu cheatée quoi. Un coup elle est hyper forte, un coup c'est une Jedi normale, un coup elle arrête un vaisseau, truc qu'on n'avait jamais vu, sauf dans les jeux vidéo. On a vraiment un personnage avec Rey qui a une cohésion qui est un peu en dents de scie. Alors, on parlera plus tard de sa lignée, mais fondamentalement, moi j'ai trouvé que le personnage de Rey était assez intéressant là parce que on avait ce chemin où on sent à quel point elle est l'opposé de Kylo Ren. C'est-à-dire que elle part d'une famille et d'une lignée plutôt du côté obscur. Et au final, elle a les bases, elle a les fondements. Elle est là, on sent que c'est quelqu'un qui est ancré dans une bonne personnalité, qui a peur de déraper, mais c'est quelqu'un qui veut faire le bien. Et du coup, tout au long du film, on sent que effectivement le scénario essaye de nous faire peur sur là, elle a balancé un éclair. On sent vraiment que le scénario veut nous mettre le doute, mais au fond, je trouve que ce personnage a une cohérence qui est telle qu'on l'a jamais vraiment. On sait que c'est elle qui résoudra tous les problèmes. On sait qu'elle ne sombrera pas. Et je trouve que c'est dommage parce que, en gros, au fond, c'est exactement Luke. Luke, depuis le début, on sait dans 4, 5, 6 que jamais il ira du côté obscur. Luke, c'est l'espoir. Luke, c'est celui qui dit à son père, je sens du bon en toi. C'est exactement qui est Rey. Elle dit à Ben en permanence, je sens qu'il y a du bon en toi, je sens le conflit. Et en fait, les deux personnages sont complètement identiques, sauf que, eh ben, le film, il est en 2019 et qu'il faut essayer de nous surprendre, essayer de nous faire croire qu'elle n'est pas gentille, qu'en fait, elle va sombrer. Mais je trouve que c'est une mécanique qui, tout au long du film, est inutile. Parce que moi, j'ai trouvé qu'on n'y croyait pas. Je trouvais que c'était des moments qui ont juste allongé en fait l'histoire. Et la seule personne dont on s'intéressait au fait de savoir si oui ou non elle allait franchir un cap, en fait, c'est Ben Solo, c'est Kylo Ren. Est-ce que oui ou non il va revenir? Ça, on sent qu'il y a un changement qui est possible. Rey, jamais de la vie, on l'imagine sur le trône des Sith. Donc c'est quelque chose que je Ouais. trouve, le scénario, c'est vraiment empêtré. Tu allais dire, Car. Moi, justement, à un moment donné dans le film, j'ai vraiment cru que la trilogie entière nous avait mindfuck. Je me suis dit, ils vont faire de Rey la méchante, et on va se rendre compte qu'à la fin, on suivait en tant que protagoniste principal extrêmement sympathique Rey, qui elle allait sombrer dans le côté obscur, et qu'on suivait le grand méchant, l'antagoniste, qui allait finalement. Alors, certainement pas corriger tous les affreux crimes qu'il avait fait, mais en tout cas être la solution pour vaincre Rey qui allait sombrer dans le côté obscur. Je trouvais l'idée et le titre aurait pris un sens, l'ascension de Skywalker. Alors c'est pas un Skywalker, c'est un solo Ben, mais c'est un Skywalker parce que Leia. Donc en fait c'est un Skywalker. Et ça j'aurais trouvé ça vraiment intéressant pour le coup. Mais oui, en effet, tu dis Rey c'est Luke, c'est vrai. Puisque tu as parlé un peu de Ben, euh, moi, moi je suis déçu parce que mon idée, c'est depuis le départ, et je l'avais dit dès la première vidéo qu'on avait fait sur la chaîne sur le set, pour moi, Ben, tout était organisé par Luke pour en fait trouver Snoke. Bon, alors si c'était pas Snoke, c'était Palpatine. Donc le sacrifice de Han était consenti pour que il puisse gagner la confiance du suprême leader et devenir le mec qui allait réussir à vaincre finalement définitivement le côté obscur. Ça, j'aurais trouvé ça excellent. Au final, bah non, c'est juste un mec qui a tué son père pour faire plaisir à un mec qui a un demi-visage et qui est doublé par Hugh Laurie dans la VF. Bon, ok. Et ça, je trouve que c'est décevant. Mais par contre, il y a, à mon avis, un tournant dans le film, c'est bien évidemment quand il se fait blesser. Mais moi, tiens, j'ai une question à te poser. Il redevient Ben, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a conscience que bon bah il a fauté et qu'il s'est rendu compte que la personne contre qui il se battait depuis le début et avec qui il était lié l'a sauvé alors qu'elle aurait pu le laisser mourir et ainsi régler bien les problèmes? Est-ce que c'est l'arrivée d'Harrison Ford qui règle tout ça? Ou est-ce que, et ça c'est mon autre idée,
c'est que en le soignant, Rey lui a donné de la lumière. C'est du côté obscur, enfin du côté obscur, pas du tout, au contraire, la force, on va dire, positive, la luminosité. Est-ce que tu penses que ça, le bien de Rey a pu permettre à Ben Solo de prendre le dessus sur ce côté obscur qui l'habitait? T'en penses quoi de ça? Que c'est une idée poétique que je trouve chouette. Par contre, moi, j'ai plutôt vu la scène différemment. En fait, j'ai l'impression que les personnages, alors c'est le cas de Star Wars, hein, c'est pas la faute à Disney, les personnages sont souvent une idée et un principe dans Star Wars. C'est-à-dire que Luke, c'est l'espoir, c'est le jeune premier qui doit sauver la galaxie. Là, il y a une raison, hein, pour la parenthèse, c'est qu'en fait, quand Lucas a écrit Star Wars, il s'est basé sur un livre qui s'appelle Le héros aux mille et un visages, qui est un livre de théorie sur comment justement écrire des contes. Et en fait, il y a des théories fortes dedans sur la manière dont les personnages s'articulent dans une histoire. Et Star Wars en est un pur produit. Et en fait, donc là, dans cette nouvelle trilogie, de la même manière, les personnages ont des rôles. Rey, c'est la lumière. C'est elle qui doit ramener la lumière dans la galaxie. Et Leia, pour moi, c'est vraiment l'espoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est fait mention de Leia dans les 3 films, c'est à chaque fois l'espoir. C'est elle qui utilise ses codes à elle dans le 8 pour qu'ils appellent les gens. Parce que Leia, c'est elle qui va ramener l'espoir dans la galaxie. Bon, manque de peau, personne s'est pointé dans le 8. C'est Leia qui, du coup, inspire les autres pour justement aller au combat dans le 9. Et c'est elle qui les guide. Et en fait, quand on dit c'est l'espoir, Leia, et en fait, ce que j'ai retenu, c'est que donc c'est quand elle parle à son fils, quand elle dit Ben, quand elle l'atteint avec la force, en fait, quand elle atteint Ben, à ce moment-là, elle arrive à percer son armure. C'est cette impression que Kylo Ren ne peut que être Kylo Ren, et il le dit, je ne peux plus revenir en arrière, je ne peux pas retourner à la maison. Cette impression que ça y est, la boule de neige s'est mise à marcher et qu'elle ne pourra jamais plus être que l'étoile de neige. Il faudra que Kylo Ren devienne une avalanche. Et en fait, elle arrive d'un seul coup à lui remettre de l'espoir. Non, non, tu peux, c'est pas obligatoire tout de suite maintenant. Chaque jour dans ta vie, tu fais des choix et tu fais le choix de rester un connard ou tu fais le choix, au contraire, de devenir quelqu'un de bon. Et en fait, Leia, elle arrive et elle met juste ce doute-là à Ben. Et d'un seul coup, Ben, il voit son père, il a un disque, il parle avec son père et je pense vraiment fondamentalement que c'est Leia. Bon, ça me permet aussi de traiter un peu Leia, cette partie-là. C'est qu'en fait, vraiment, je trouve que le traitement de Leia est très réussi dans le 9 parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient plus l'actrice, elle était décédée déjà, et ils ont dû utiliser des reshoots, des moments où ils ont détouré le décor qui était autour d'elle pour la réintégrer dans un autre endroit. Donc ils avaient des capacités d'utilisation de l'IA qui étaient très 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 faibles. Et pourtant, je trouve que c'est un des personnages les mieux traités. Et entre autres, dans cette idée de un personnage, une idée, je trouve que Leia le représente bien. Et je suis vraiment d'accord avec tout le reste que tu as dit sur Kylo Ren. Et moi, je voudrais juste rajouter que, puisqu'on parlait de Rey, puisqu'on parle de Kylo, je trouve que leur baiser, il a aucun sens. On en reparlera au moment de film, mais le baiser, il a aucun sens. Je trouve que cette histoire de dyade, du fait que c'est un peu deux âmes sœurs, bon, outre le fait que c'est un peu fleur bleue, je trouve que c'est surtout un moyen d'avoir vraiment des facilités scénaristiques incroyables. Et le truc, c'est que fondamentalement, c'est dommage, quoi. C'est dommage, ces deux personnages qui se comprennent, ils se, dans tout cet univers de mensonges et de bullshit, ils se parlent vrai tous les deux, et, et du coup, c'est pas nécessaire, quoi. En plus, qu'est-ce que ça Ouais, veut dire? Ça veut dire que, clairement. en gros, elle est en permanence, depuis le début, en fait, on voit Ben qui a tué son père, qui a tué des villages entiers à main nue, enfin avec son sabre. Donc c'est quand même une pourriture, ce Ben Solo. Alors à la fin, il a un doute et il décide de se retourner contre ses maîtres. On pourra remarquer qu'il est toujours dans la même logique, c'est-à-dire que lui,
de ne pas être en conflit, c'est quelque chose qui lui a jamais traversé l'esprit. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'agressivité. C'est juste qu'à la fin, il se trouve que cette agressivité sert le bon côté des choses. Mais fondamentalement, c'est quand même une ordure, quoi. Kylo Ren, c'est quelqu'un de colérique, de violent. Je le redis, j'insiste, c'est quelqu'un qui a tué son père, tué des centaines de personnes. C'est le premier qui dit aux autres du First Order tuer tout le monde. La première scène, enfin les premières scènes Et la République, hein. de l'épisode 7, c'est exactement clair. Et les premières scènes de l'épisode 7, on le découvre, il est en train de massacrer des gens. Donc en gros, on est vraiment sur une belle ordure. Et là, d'un seul coup, il a eu un moment de doute, donc il s'embrasse, tout est pardonné, mon pote. Mais heureusement qu'il est mort, parce que sinon, elle aurait dû lui amener des oranges dans la prison spatiale, parce que personne ne pouvait lui pardonner ce qu'il avait fait, sauf s'il faisait 100 années de prison, quoi. Dans les personnages secondaires, bon, j'ai envie d'en parler tout de suite, je sais, c'était prévu après, mais le nouveau second du Premier Ordre, mais c'est qui? On n'a même pas vu passer son CV, le Général Pride. Il est méga important, il pop de nulle part, il fait passer Hux pour un blaireau. Bon, ce qu'il est, c'est pas gênant. Et les Chevaliers de Ren se retournent aussi contre Kylo Ren, c'est pas expliqué. Enfin voilà, et toi tu voulais dire un truc d'ailleurs sur le General Pride. Effectivement, je voulais parler de ce général. Alors, tu l'appelles Pride. Moi, je l'appelle Thrawn. Et pourquoi je l'appelle Thrawn? Tout simplement parce qu'en fait, on parlait au début de vidéo des inspirations donc de ce film. Et en fait, alors, je vais faire tout un aparté. Alors, qui est la personne que vous voyez là? En fait, dans la trilogie 4, 5, 6, en fait, Lucas, il a fait la suite. Les gens ne savent pas tous, mais les épisodes 7, 8, 9, etc., ils existent en fait. C'est des livres, c'est des BD qui existent et dans lesquels donc, il y a des personnages. Et un des personnages majeurs, c'est cet amiral qui est un génie stratégique de l'Empire qui continue d'essayer de garder en fait l'Empire et en tout cas les forces de l'Empire présentes et qui du coup va essayer de combattre les rebelles qui sont en train de créer la République. Donc ça, c'est ce qui arrive juste après donc la victoire de Luke sur l'empereur. Et en fait, ce personnage est complètement Pride, et il y a exactement ce rapport de Thrawn et de Palpatine. Alors je rappelle aussi que dans cette suite, dans les livres, en fait Palpatine revient également parce que tout simplement il a fait plein de clones et il a réussi à projeter son esprit dans un de ses clones. Alors je résume pour du coup revenir. Et en fait il y a vraiment le 9 remet des bases, pas tout à fait les mêmes, mais remet des bases qui font vraiment penser à la trilogie, en tout cas à la suite des œuvres qui ont été faites par Lucas. Et alors ça, il y a une raison très simple, c'est tout simplement qu'en fait donc le 7 sort. Bon, réception plutôt bonne, mais relativement mitigée. Le 8, catastrophe. Et Bob Iger, donc président de Disney, en fait, fait un point avec Kathleen Kennedy, donc équipe de Star Wars. Et ils sont en train de dire qu'en fait, ils auraient peut-être pas dû jeter comme ça les plans de George Lucas. George Lucas est rappelé. On rappelle que George Lucas, en fait, a le droit de dire ce qu'il pense. Il peut dire du bien, il peut dire du mal de Star Wars, mais il a expliqué qu'il ne dirait jamais rien contre Disney, tout simplement parce que dans le rachat de la société la société Lucas, en fait, il y avait Lucasfilm. En fait, il y avait le fait qu'il le payait en partie avec des actions de Disney. Donc, en tant qu'actionnaire de Disney, il ne peut pas dire du mal de Disney, ce qui ferait baisser le cours de l'action. Et donc, il s'était déjà exprimé là-dessus. Mais donc, fait est que effectivement, Lucas aurait été intégré dans la discussion. Alors on ne dit pas qu'il a été consultant ou quoi que ce soit, mais en tout cas que des idées de Lucas ont été de nouveau utilisées sur le 9. Et là, ce général, mon cher Kerr, dont tu dis qu'il sort de nulle part, c'est exactement une utilisation des idées de Lucas qui sont ramenées en urgence dans tout simplement ce film 9. Et en fait, encore une fois, on le dit, le 9, il arrive, il a l'ambition de clôturer une saga, ce qui fait pas si mal que ça, encore une fois. Mais derrière, il est aussi là pour créer une rupture avec le 8,
effacer des éléments, ramener des éléments dont on n'avait jamais parlé avant, mais qui sont des éléments de Lucas. Et ça, c'est vraiment, on sent que c'est des ordres directs qui ont été donnés, peut-être par Bob Iger, peut-être par d'autres personnes en dessous, mais en tout cas par Disney, qui a dit revenez à la vision de Lucas. Et c'est des choses comme ça qui déséquilibrent le film. Alors, pour faire rapide, je parlais tout à l'heure de, pas plagiat, mais une grosse inspiration du 6. En fait, la scène où on a l'empereur Palpatine qui dit à quelqu'un devant lui frappe Vador et tu sombreras du côté obscur, et qui lui montre à travers un œillet des rebelles qui sont en train de se faire dézinguer en disant il n'y a que toi qui peux les sauver. C'est exactement la même scène qui se passe dans le 9 qu'elle se passe dans le 6. C'est juste que là, c'est pas Vador, c'est Ben Solo qui se fait vriller. C'est Rey contre Palpatine. Il y a le même combat avec Palpatine qui fait un peu d'éclair, sauf que là, la fin est différente sur ce point-là. Mais du coup, on voit alors, dans un cas, c'était une étoile de la mort, dans l'autre, maintenant, c'est des Star Destroyers. Enfin, la scène, elle est bluffante de similarité entre les deux. C'est quand même possible de faire quelque chose qui est différent. Mais non, encore une fois, il y a cette volonté. Alors, certains ont dit que J.J. Abrams manquait d'idées parce que, justement, en fait, il avait transformé le 7 en une espèce de relecture du 4. Et là, on sent vraiment qu'il retombe dans ce penchant-là. Je sais pas si c'est conscient ou pas, mais en fait, j'ai presque la sensation qu'il sait que les gens ont envie de revoir l'ancienne trilogie, et donc il change un peu les choses, il donne de nouveaux noms aux personnages, mais il refait les mêmes scènes. Et c'est vraiment bluffant. Et du coup, là, on a tout. On a la scène qui vient déjà du 6 au sol entre Palpatine et Rey. On a dans les airs le combat avec le général qui vient des idées de Lucas, de l'univers étendu Star Wars. Enfin, on est vraiment... On peut pas faire... Enfin, de mon point de vue, on peut pas faire plus clair sur cette problématique du patchwork de qu'est-ce qu'est devenu cette trilogie, un espèce de micmac de il faut faire plaisir à tout le monde, mais on fait plaisir à personne. Et je pense que c'est vraiment ce qui pèse et qui retient, en fait, l'envie de dire que le film, il est vraiment sympa. Okay. Il a des qualités, mais il y a vraiment plein de trucs qui traînent. Il y a vraiment beaucoup d'enclumes dans ce petit radeau qui le traîne au fond. Alors, puisque tu as ouvert les vannes, rappelons, avant de revenir sur les personnages, rappelons quelques éléments au pif qui ont été gommés du 8. Alors, voilà, par exemple, les parents de Rey. Kylo Ren dit « Je sais qui sont tes parents, c'était des mineurs tout pourris, tout le monde s'en fiche ». Bon, et bah là, Kylo, il dit « Ah, je me suis trompé. En fait, non, oublie. C'était des personnes qui, en fait, ont décidé d'être comme ça, mais en fait, c'est les parents de Palpatine, c'est les enfants de Palpatine. Enfin, c'est le fils de Palpatine. Bon, ok, donc il s'est trompé. Très bien, on oublie le 8. Luke, on le souvient, hein, Luke qui voulait brûler les textes Jedi, qui est rentré en solitude. Là, Luke, il arrive, et Rey dit « Mais toi aussi, tu voulais rester sur l'île. » Mais non, attends. C'était une erreur. Oublie ça, c'était une erreur, je me suis perdu. Allez, on repart sur de bonnes bases. T'es un Jedi, il faut qu'il y ait d'autres Jedi. Attends, le 8, ça s'appelle le dernier Jedi. Et le but, c'est de nous dire, et Luke, il meurt à la fin, quoi. Bah, c'est fondamental. Enfin, et après, bon, on sait que Rey est le fameux dernier Jedi. Mais c'est fondamentalement, il y a cette envie constante de gommer ce qui s'était passé avant. Quitte à dire, voilà, bah non, ça c'est faux, ça oublie, ça non, c'est pas tout à fait le cas. Enfin, on a vraiment un 8 qui est gommé de toutes les manières possibles. Et encore une fois, je trouve que ça pèse sur le bilan. Le 8 n'aurait pas été là. On aurait peut-être eu cet élément-là, cet enclume-là dans ce radeau qui n'aurait été pas là, et on aurait peut-être eu quelque chose, d'une esquif qui aurait plus facilement vogué, un truc qui aurait plus facilement été direct droit au but, on n'aurait pas eu toutes ces explications. Et encore une fois, regardez le personnage de Poe Dameron. Donc je reviens sur les personnages. Le personnage de Poe Dameron, il dit bonjour pour la première fois à Rey dans le 8. Quand j'ai revu le 7 et 8 là, pour préparer les vidéos, j'ai été bluffé. Il ne rencontre jamais Rey dans le 7. Il rencontre Rey dans le 8. Bon, ok.
Mais du coup, on aurait pu imaginer que le 8, c'était vraiment une vraie introduction. On aurait creusé le personnage de Poe. Bah non, il n'a pas été fait dans le 8, comme plein de choses n'ont pas été fait dans le 8. Et du coup, et bah là, dans le 9, on se retrouve à devoir raconter que, en fait, par le passé, Poe Dameron, c'était ci, c'était ça. Donc, encore une fois, une petite enclume dans ce bateau. Et Poe Dameron, en fait, il a une. On sent entre le 7 et le 8 et le 9 que Poe, il y a une histoire, en fait. Poe, il est il est chasseur, il est pilote chasseur d'élite. Dans le 8, il est censé apprendre à cheffer. Et dans le 9, il doit cheffer. Ça doit être le boss. Sauf que du coup, encore une fois, le 8 perd plein de trucs. Poe, en fait, il est en conflit de manière absurde avec l'autre général qui remplace Leia. Mais à la fin, ils disent non, mais bon, il est sympa, il deviendra quelqu'un de bien. Donc en gros, le film remplit son job très très mal. Et donc là, en fait, Poe, mais pourquoi il devient général des armées rebelles? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme le disait Kerr, ils sont plus que 40, donc pourquoi pas. Mais fondamentalement, c'est un chef d'escadrille. On nous dit dans le 8 qu'il y a plein de personnes au-dessus de lui dans les rangs. Et là, dans le 9, bah, en fait, c'est à lui de guider. Ouais, c'est à lui de guider. Et il sait tellement pas pourquoi c'est à lui de guider qu'il dit à Finn non, mais en fait, on sera Mais il y a même co-général. autre chose, hein. Et en fait, donc du Ok. coup, on a vraiment ce Poe Dameron qui est un personnage que je trouve qui aurait été très intéressant. C'est peut-être un des plus proches de la trilogie 4, 5, 6 dans son histoire de chasseur d'épices, dans son côté bad boy, etc., qui peut se rapprocher, mais qui est différent, mais qui a sa personnalité par rapport à Han Solo. Et je trouve il est complètement sous-exploité. Pour moi, Poe, c'est peut-être le personnage le plus Star Wars de cette trilogie, je trouve. Alors si, bien évidemment, Rey est l'équivalent de Luke dans cette trilogie, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais Poe, ouais, voilà, c'est un chasseur, c'est un excellent pilote, il a une grande gueule, c'est l'équivalent un petit peu de Han Solo en moins bandit. Et encore, comme tu disais, le film développe un peu cet aspect-là. Bon, là, il livre des épices, hein, c'est un livreur d'épices, mais bon, pourquoi pas. Mais c'est un personnage que j'ai plutôt bien apprécié, y compris dans le 8. Euh, et, euh, et en fait, le fait que je dise que Poe est le personnage le plus Star Wars de cette trilogie, ça soulève un point que j'évoquais tout à l'heure avec Carrie Fisher, où je disais le décès de Leia, au final, ne, ne m'a pas touché, alors que j'aime beaucoup Leia dans la trilogie initiale. C'est qu'en fait, elle fait partie d'une intrigue qui concerne des personnages dont j'ai beaucoup de mal à comprendre le développement et pour qui j'ai assez peu d'affect. Et c'est, j'ai envie de dire, une globalité presque sur presque tous les personnages de cette trilogie où les anciens sont en souffrance. Alors on a Mark Hamill, on le voit quasiment pas. Lando Calrissian fait une apparition, c'est très sympa, mais c'est un guest. Et voilà. Donc, bah, comme tu avais dit que Finn, c'était le personnage que tu avais le plus, peut-être que le plus apprécié, je te laisse en parler, vas-y. Alors Finn, eh ben, effectivement, moi je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de cette trilogie. Pourquoi? C'est parce que bah, Poe c'est un peu Han, Rey c'est un peu Luke, mais Finn c'est qui? Finn c'est une vraie création, c'est une vraie surprise, c'est un ancien Stormtrooper, ce qui est quand même une idée qui est étonnante. Et en fait c'est un des personnages qui a la meilleure évolution, en tout cas celle que je préfère. En fait, Finn, il faut se souvenir que son obsession dans le 7, c'est de s'enfuir. Il veut tout le temps s'enfuir, il récupère Poe pour que ce soit son pilote pour qu'il puisse se barrer. Il veut se partir donc dans les régions des Borders. Et au final, en fait, son obsession dans le 7, c'est se barrer. Dans le 8, c'est encore un peu ça. Rose essaye de le bloquer quand il essaye de quitter par un pote de sauvetage. Et en fait, dans le 8, il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment un moment où ça bascule. Et dans le 9, c'est celui, si vous regardez les scènes, c'est très clairement fait, c'est celui qui se jette dans la bataille. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est vraiment intéressant, c'est que c'est le personnage qui... Bon, on oublie les trucs très m'as-tu vu de Rey sur le fait qu'elle a développé la force et tout, mais Finn est celui qui a psychologiquement eu le plus de développement et le plus
qui a un développement le plus cohérent, malgré ses réécritures. Et c'est ça que je trouve très réussi. Et l'autre point, c'est cette impression qu'en fait, petit à petit, et le 9 pour le coup clôture très bien son histoire, il y a cette histoire qu'en fait, il est force sensitive. C'est-à-dire que lui aussi est connecté à la force, et c'est parce qu'il est connecté à la force que du coup, il est sorti de ce lavage de cerveau dans le 7. Et on le sent, il y a des enfin on le voit, le film est très clair quand il ressent ce qui s'est passé avec Ray au sol. Il a vraiment, il est passé du fuyard à la personne qui part dans les missions suicides pour sauver les autres. Et c'est un personnage qui, il y a à plusieurs reprises en fait, prend un sabre laser parce que c'est l'arme qui est à sa disposition. C'est un personnage qui est fort sensitif. Donc en fait, j'ai fondamentalement l'impression que le film est en train de nous intégrer le fait que plus tard, Finn pourrait avoir une formation de Jedi. Et en même temps, bon, l'acteur a fait des remarques, Kerr vous en a parlé dans une autre vidéo, où il avait l'air de dire que pour lui, Star Wars, c'était fini. Mais on a vraiment un personnage qui s'est développé de manière très intéressante. Je suis vraiment content d'avoir vu tout ça. Et c'est un peu le personnage nouveauté, quoi. Je compte pas BB-8 ou des trucs comme ça, mais c'est celui qui, je pense, apporte le plus de nouveautés. Et pour le coup, je trouve que c'est très satisfaisant parce qu'il est réussi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Finca? Ouais, c'est un personnage qui a plutôt bien évolué, mais je trouve qu'il commençait en étant vraiment pas très intéressant. Et un des aspects que j'ai bien aimé le concernant dans le film, c'est la relation qu'il a avec Jana. Alors pas le fait qu'il devienne crush, mais l'idée plutôt qu'il ait retrouvé des Stormtroopers comme lui, qui se sont rebellés. Ça, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. Mais moi, je vais parler de Finn pour parler de Rose, en fait. Parce que Rose, pour moi, c'est un des très gros problèmes du film, et c'est peut-être le truc qui m'énerve le plus. Je vais expliquer pourquoi. Rose est apparue dans le 8, c'est un personnage donc de Ryan Johnson. Euh, alors moi, je l'ai revu là cette semaine, les derniers Jedi, juste avant d'aller voir le 9. C'est un personnage que je trouvais vraiment intéressant. Parce que ça n'est pas une héroïne, c'est un membre de la résistance qui est, vous le savez, dans les films Star Wars, qui est celui qui vient au moment où on fait le briefing, mais qui est dans le fond et qu'on voit jamais et sur qui on s'intéresse jamais. Et là, ce personnage-là a été mis en avant. Je l'ai trouvé intéressante. Alors, elle a des moments ensuite épiques parce que, bah, bien évidemment, c'est Star Wars. Ils font naître une idylle, en tout cas qui vient du côté de Rose, pour Finn. Et là, J.J. Abrams arrive. Et bah, lui, ce qu'a fait Ryan Johnson, il veut le zapper. Donc, il zappe Rose. Pour moi, c'est une énorme connerie, pour deux raisons. La première, je trouvais donc que moi, le personnage, je l'appréciais. Et deux, il faut savoir quand même, enfin, il faut prendre en compte un contexte. L'actrice donc qui joue Rose, qui s'appelle Kelly Marie Tran, elle a morflé de ouf avec les derniers Jedi. Elle s'est mangé des insultes ignobles pendant des mois et des mois à cause de son poids, à cause de ses origines. C'était une haine incroyable. Mais vraiment, ça me faisait pitié. Et là, en fait, bah, qu'est-ce qu'il fait J.J. Abrams en rompant complètement avec Ryan Johnson? Bah, il donne raison à ce qui s'est passé, en fait. Et ça, j'ai pas du tout adhéré. Son personnage était, moi, je le trouvais intéressant. Là, est complètement mis à l'écart du film. Elle a aucun rôle. Et en plus, c'est complètement validé, en fait, dans le film, puisqu'à un moment donné, elle dit, ah, je vais venir. Et puis Finn dit, non, tu peux rester là. C'est bon, on te revoit à la fin du film. Allez, à plus. Alors ça m'a agacé. Et si on fait le tour un peu des personnages secondaires, Attends, avant que tu passes au c'est pas la personnage seule, en secondaire, fait. mon cher Kerr, en fait, pour Rose, je suis pas entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, c'est. Enfin, je suis d'accord avec une partie de ce que tu as dit, mais pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que Disney a systématiquement kill ou mis à l'arrière-plan tout ce qui n'avait pas plu au public. Rose n'a pas plu au public dans le sens le plus large. Il y a eu des extrêmes qui se sont jetés sur elle de manière immonde. Et du coup, Disney la kill juste parce que le grand du public, enfin une grande partie du public ne l'avait pas aimé. Et c'est dans cette grande logique de coupe de ce qui n'a pas plu au 8, faut vite le cacher parce que tu comprends, Star Wars, ça doit nous ramener du blé. Juste par rapport à Finn, avant que tu passes sur les nouveaux personnages, Finn, Ouais, en ouais, mais fait, ça, je valide pas. Elle a trop morflé, Disney aurait dû la soutenir. En la mettant justement dans le neuf et en disant, bah ouais, vous avez beau avoir craché dessus à l'infini, nous on s'en fout, elle est là et c'est pas vous qui allez décider. Et ça franchement, ça m'a agacé.
Mais alors je comprends, Persuadé. tu as raison de dire ça, mais je pense qu'il n'y a pas de politique ou de manque d'éthique ou de manque d'éthique. Je pense que c'est vraiment un pur choix de les personnages qui n'ont pas plu sont virés, même si du coup ça envoie ce mauvais message que tu décris et sur lequel tu as raison. Je repasse juste 2 secondes sur l'histoire de Finn, de relations et de Rey. En fait, il y a ce moment où Finn dans le film dit et, si je meurs, il faut que je te dise un truc, Ray. Et, et on sait jamais ce que c'est. Et en fait, en regardant le 8, je me suis rendu compte qu'en fait, cette scène fait écho à une scène du 7 où en gros, Ray part en mission suicide. En fait, elle part dans le vaisseau de Snoke et elle dit à Chewbacca qu'est-ce que je vais dire à Finn. Et Chewbacca fait et il lui dit c'est bien, dis-lui ça. Et en fait, pour moi, c'est clairement une histoire d'amour. Et du coup, ça rend d'autant plus absurde l'embrassade avec Ben Solo, parce qu'on est vraiment sur 2 personnages. En fait, une des raisons pour lesquelles Finn veut fuir dans le 8, c'est parce qu'en fait, il prend le médaillon que va traquer Rey pour qu'elle ne vienne pas dans le piège. Et en fait, quand on analyse ce qu'ils font et quand on a vu la fin et qu'on revoit ensuite toute la trilogie, et ben on se rend compte que vraiment les deux ne pensent beaucoup que l'un à l'autre. Alors ils pensent au bien de la galaxie, mais une fois que la galaxie s'est fait, ils veulent que l'autre soit heureux. Et du coup, c'est une relation que je trouve intéressante, mais trop peu travaillée en fait. Il y a bien tous les messages sont là, mais ils sont trop cachés. Voilà. Tu voulais réagir et parler notamment des nouveaux personnages, Kier. Ouais, alors en vrac, hein, là comme ça, Maz Kanata qui était présenté comme un personnage très énigmatique, très intéressant dans le set. On nous avait promis qu'elle reviendrait. En effet, elle apparaît, elle sert à rien dans le 9 et au final, elle n'aura servi à rien dans la trilogie, c'est dommage. Ils auraient pu donner un rôle un peu plus important à Billy Lourdes, qui est la fille de Carrie Fisher et qui est là dans toute la trilogie et qu'on voit beaucoup pour le coup, mais qui a pas vraiment de rôle important. Dominic Monaghan, donc, qui est l'acteur de Lost et qui est l'acteur aussi qui jouait Mary, bah là il fait vraiment, c'est vraiment un personnage très secondaire, c'est limite un caméo, mais quand tu as un personnage, une tête aussi connue, enfin la mets pas, je trouve que ça parasite plus l'intrigue qu'autre chose. Qui sait qu'on peut citer la nouvelle, donc Jana, ça c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très sympathique, mais bon, j'ai déjà dit, et la fin te laisse comprendre que potentiellement il pourrait y avoir une série sur Disney+. Ah oui, Zori Bliss, pardon, qui est là également, et là donc c'est la relation avec Poe, pareil, sous-exploité. Kerry Russell, c'est une excellente actrice, on le voit dans The Americans. C'est vraiment dommage de lui donner un tout petit rôle comme ça. Mais j'ai envie de dire, Mas Kanata, elle est jouée par Lupita Nyong'o, qui est une des meilleures actrices actuelles. Bon, alors après, le personnage ne lui permet pas de faire des grandes prestations. Mais voilà, on revient finalement à ce qu'on disait au début. C'est extrêmement chargé et du coup, il y a énormément de personnages qui trinquent. Hux, qui était quand même très présent dans le 1 et le 2, qui a un rôle dans le 3, donc qui est d'être la taupe, et qui se fait buter, mais en 3 secondes et demie, par un mec. Ah, quand il bute Hux, je me suis dit là, mais c'est qui lui? En plus, il bute Hux. Donc bon, ça fonctionne pas. Et alors, les robots, les droïdes, je sais que tu vas en parler un peu après, mais moi, ce que je veux dire, et c'est le dernier truc que je dirais, c'est, enfin, en tout cas dans cette vidéo, c'est, donc ils nous ont mis BB-8. Ok, je comprends, marketing, etc. Les fans ont dit ouais, BB-8 c'est cool, il n'y a aucun problème. Puis dans le 8, vous nous avez mis les porgs, ouais, c'est cool, il n'y a pas de problème. Mais nous, on aime vraiment bien hein, C3PO et R2D2. Et en fait, bah, du coup, ils nous remettent un droïde plante verte, alors qu'en fait, bah, c'était le rôle de R2D2 là. On n'avait absolument pas besoin du nouveau droïde. On pouvait très bien trouver un truc scénaristique pour que ce soit R2D2 qui parte avec C3PO. Le fait de reset C3PO n'était pas du tout utile. Que C3PO et R2 suivent la bande pendant le film, ça aurait été très cool. On les aurait eus, on les adore. Bref, hein, donc ça, je comprends pas. Et ça fait partie pour moi un petit peu de cet aspect. Bah, on met quand même des claques dans la tronche des anciens personnages. Et ah oui, non, j'avais dit que c'était fini, mais non, mais Palpatine. Palpatine, ravagé par ce neuvième film. Mais vraiment ravagé, c'était l'incarnation du mal dans la première trilogie.
c'était devenu un personnage que j'avais trouvé encore plus intéressant dans la prélogie parce que on apprenait des choses sur Maître Sifo-Dyas, sur la manipulation d'Anakin, sur comment, en tant que sénateur Palpatine, il avait pris le contrôle du Sénat, où d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a 3 petits E.T. qui sont présents, et grâce à l'aide de Jar Jar Binks, tout ça. Enfin, Palpatine c'était quand même un personnage majeur. Il a des combats mythiques dans la prélogie et dans la trilogie. Il se bat contre Mace Windu, il se bat contre Yoda dans un combat qui est dantesque. Il a des scènes énormes dans la trilogie initiale. Et là, en fait, le mec, il est câblé en Ethernet, collé à un pylône, et il rit très fort. Et puis un coup, il dit ah, mon fils, bah non, en fait, mon fils, je m'en fous, t'es ma petite fille. Bah non, en fait, je m'en fous, je veux tes pouvoirs, je veux que tu me tues. Je suis mort, je suis le diable. Allez hop, et c'est fini. J'ai été scié par Palpatine. Vraiment. Et je comprends que. Enfin, j'imagine que Palpatine a été sorti là comme ça. Parce que Snoke était mort et que c'était pas le plan initial. En tout cas, j'espère. Mais il y avait tellement mieux à faire sur Palpatine. Mais tellement mieux quand tu penses qu'il y a. Alors, je sais pas, parce que je connais pas bien l'univers étendu qui n'est plus canonique. Mais il y avait quand même des clones de Palpatine. Enfin, il y a des bouquins entiers où Palpatine, c'est encore une menace de ouf. Et là, le mec, il est câblé. Et puis, en fait, bah, il est zigouillé très très vite, quoi. Pour revenir à tout ça, alors je suis plus que d'accord avec tout ce que tu as dit, donc je vais pas faire de répétition. Moi, je vais juste revenir sur... bon, déjà, juste un truc. C'est incroyable comment c'est génial. Les dyades, ça fait que, en fait, Palpatine se régénère parce que tu comprends, s'ils avaient effronté une version un peu défectueuse de Palpatine, ça aurait été moins la classe, tu vois. Donc, du coup, hop, il peut se soigner, t'inquiète pas, c'est facile. Mais enfin, bref, passons. Mais là où c'est marrant, c'est qu'il se tue lui-même. Parce que j'avais vu des commentaires de gens qui disaient mais ça n'a aucun sens. Palpatine dit que si Rey le tue, elle va récupérer son pouvoir et donc les Sith vont survivre. Mais en fait non. Comme elle met les 2 sabres, il s'électrocute lui-même puisque ça renvoie les éclairs que lui envoie. Donc il s'auto-tue. Bah oui, il s'auto-tue. Le truc, c'est que je voulais juste rajouter, parce que je trouve que tu avais vraiment raison sur tous ces derniers points. En fait, le problème, c'est R2D2, je pense, sur les droïdes. Il n'y a pas de raison, comme tu l'as dit, qu'ils n'apparaissent pas. Et surtout, mais quel manque de respect. C'est le truc vieux au fond. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est celui qu'on a gardé dans la première, dans la deuxième trilogie. Dans la première trilogie, même, il lui avait donné des trucs qui n'avaient pas de sens, comme ces petits, tu sais, systèmes pour pouvoir voler, pour qu'il soit un peu plus pumped up et tout. Là, on est dans le futur. Mais Il pourrait lui Lucas donner 10 000 adorait trucs. R2D2, hein. Et en fait, mais oui, mais tout le monde. Et le truc, c'est que R2D2, c'est le vieux truc rouillé au fond qui a mais quelques secondes d'antenne et tu vois tellement BB-8 qui passe devant en mode moi je suis le nouveau modèle, ferme ta gueule. Et c'est vraiment, enfin, c'est moche quoi. Alors la vidéo, comme vous l'avez vu, dure un peu plus de 15 minutes. Donc on espère que ça vous a plu. Si vous regardez la vidéo jusque-là, c'est que... 12 Je crois que ça fait 12 minutes. 12 Ah, peut-être. Peut-être que le compteur Vérifie. sur YouTube est planté, du coup les gens ne se rendent pas compte, mais que ça n'a duré Ouais, que ça 12 fait minutes. 12 minutes. En tout cas, voilà, on espère que la vidéo n'a pas été trop longue pour vous. En tout cas, nous, vous le sentez, on est passionnés, on a envie de vachement en parler. C'est tout ce qui fait le bien et le mal du film. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo de moins de 10 minutes. À toutes et à tous, des bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez des personnes qui n'ont rien à faire pendant 2 semaines. Des bisous et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les discussions longues mais passionnées. Des bisous, ciao ciao. Let's go!